Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Alors le virus se mondialise, on a vu que les marchés ont sacrément tangué la semaine dernière. On a eu des indices qui avaient des replis de moins 9 à moins 13%. On a eu des signaux positifs venus de Tokyo ce matin qui est terminé dans le vert à près de 1%. Belle ouverture aussi à la Bourse de Paris. Donc est-ce qu'on a eu une semaine de correction mais que finalement tout va rentrer dans l'ordre? En tout cas, quand on écoute Bruno Le Maire, il s'inquiète des impacts sur la croissance. Et ce matin, sur l'antenne de BFM Business, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, indiquait que c'était une question de durée. Si ça durait très longtemps, ça allait bien sûr être compliqué parce qu'on est quand même devant un risque de récession en cas d'épidémie prolongée plus important qu'avec le SRAS de 2002-2003, sachant que la Chine est aujourd'hui 5 fois plus importante et que c'est un choc d'offres à la fois et un choc de demande. Donc deux soubresauts vis-à-vis desquels les banquiers centraux n'ont pas exactement les mêmes outils aussi efficaces qu'en 2008 lorsqu'on était confronté à une crise de liquidité. En plus, ce choc sanitaire intervient à un moment où structurellement on assiste à un ralentissement de la croissance potentielle des pays les plus riches. On évoquera aussi la réaction de plusieurs économistes, notamment 3 d'entre eux, c'était vendredi dans les Échos, qui se sont un petit peu échauffés à la suite de la publication de plusieurs études, notamment signées de l'Institut des politiques publiques et de l'OFCE, des études censées juger l'efficacité ou en tout cas l'impact avec les perdants et les gagnants des premiers choix fiscaux qui avaient été pris depuis le début du quinquennat. En l'occurrence, Philippe Aghion, Gilbert Satelli-Cohen écrivaient vendredi « Arrêtons les analyses fiscales simplistes pour juger les réformes ». On en dira un mot. Le 49.3, ce sera donc l'arme qui va être utilisée pour faire adopter la réforme des retraites. On comprend le contexte qui a sans doute facilité la donne pour le dégainer vis-à-vis de l'opinion publique, occupée avec bien d'autres choses. On se posera aussi la question de savoir si ce contexte de marché, un peu particulier donc, mais également le contexte de taux, n'est pas en train de donner de très bons arguments à ceux qui s'opposent à la capitalisation. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour. Bonjour. PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project. Vous avez publié L'entrepreneurialisme ou les nouvelles lumières d'une France qui ose chez Fauve Édition. Xavier Tabot, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et Stéphane Venufel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Moi, si je suis client de netinvestissement.fr, je fais warning, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous avez de la chance. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous mettez sur l'échelle de Richter, vous mettez la gravité à quel niveau? Alors là, on a des petits signes de reprise de marché, mais ça peut être des rebonds purement techniques, on le sait. Alors d'abord, je vais vous faire la réponse que je fais à mes clients depuis maintenant quasiment une semaine, puisque depuis mardi dernier, il a fallu prendre une position par rapport à tout ça. Alors je suis toujours moins optimiste, et j'ai toujours surtout par rapport aux réactions de marché, et je ne parle pas de signes noirs, mais de mouvements un peu brutaux, soit mal attendus, soit pas attendus du tout, exemple référendum du Brexit, avec des chutes violentes qui sont pour moi des réactions de foule, et on sait que les réactions de foule ne sont jamais positives. Je dis toujours, premier réflexe, sachez, gardez raison, ou raison, gardez, restez calme. Bien, qu'est-ce qui se passe? Un phénomène un peu moutonnier, comme dans les manifs, 10 mecs courent, 100 courent, ils savent pas pourquoi ils courent. D'un point de vue technique, pour faire très simple, Nicolas, nous sommes encore pour l'instant dans une phase de gestion, et en tout cas moi je fais de la gestion de patrimoine, donc c'est plutôt des visions à long terme, on n'est pas dans du trading intraday. Je comprends que les types qui prennent des positions et qui doivent les débloquer tous les soirs sont un peu plus inquiets que nous. Nous, on a des couloirs de performance pour nos clients dans le temps, des couloirs de volatilité. Et donc, première phase actuellement de l'analyse pour nous, c'est nous sommes dans une phase d'ultra volatilité. C'est-à-dire que une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle peut tout changer actuellement sur les marchés. Donc il faut expliquer aux gens et donc à nos clients et à vos auditeurs, soyez calmes parce que la panique dans ces cas-là est le mauvais conseil. Pourquoi? Très simple. On est face à un problème de santé. Donc personne ne peut dire ce qui va se passer dans un sens comme dans un autre. Villeroy de Galhau disait ce matin, on a plus besoin de médecins que de banquiers centraux. Et c'est pas totalement faux. Ça, c'est bien venant de lui. Et c'est même pas sûr, parce qu'en fait, quand vous écoutez les médecins et les spécialistes, tous sont quand même plutôt assez rassurants. Ils vous expliquent un peu de confinement, de faire attention, de se laver les mains, de ne pas éternuer au visage de son voisin, etc. Des choses qu'on fait évidemment pour un rhume, pour une grippe classique, serait la même chose. Évidemment, là, c'est une pandémie beaucoup plus rapide et qui fait peur aux gens. Et en fait, bien sûr, un certain nombre d'acteurs, y compris les médias, aident un petit peu à cette panique globale. J'admets. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour l'instant, nous en tout cas, on observe cette ultra-volatilité en expliquant à nos clients que la diversification reste la bonne solution et que finalement, vous allez voir, ce qui s'est passé vendredi, je fais juste un petit point là-dessus parce que ça m'a fait sourire, j'en ai fait un commentaire, alors qu'on est assez discret sur ça, sur les réseaux sociaux. On nous a dit, attention. Ce qui s'est passé vendredi, sur les marchés. Nouveau recul des marchés. Et en particulier en France, parce que c'était intéressant, parce que les Français adorent comparer leur
portefeuille de placement au CAC 40, y compris quand 80% de leurs actifs sont mondiaux. Mais peu importe. Bon. Sur le CAC 40, c'est passé un truc très bien. Vous aviez des spécialistes qui vous disaient le tourisme, le transport, le commerce manufacturier, ça va se casser la figure, il faut mettre dans l'or et les matières premières. Bon, super. Le CAC 40 termine, les marchés se ferment à 17h45. Je regarde, moi, vendredi, cette semaine un peu difficile. La seule valeur du CAC 40 dans le positif, LVMH, et l'or prend moins 3. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse de tout ce qu'on nous a répété pendant toute la semaine de façon pragmatique. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on vient de passer une semaine d'ultra volatilité. Il y a des gens, y compris des machines, parce que j'aimerais bien qu'on me dise comment on réagit les machines, ces fameux trading haute fréquence, parce que la machine, à partir du moment où la foule se met bien sûr, à vendre, il n'y a plus d'instinct, il n'y a plus de raison. Et je finirai sur le troisième point. Il y a des gens qui ont passé une très bonne semaine à l'inverse. Parce qu'il y a eu des gens qui ont su, dans cette panique-là, observer ce qui se passait. Vous avez parlé, je crois, sur votre antenne d'une entreprise qui a pris 300%, j'exagère. Zoom. La visioconférence. Ils ont gagné 2 millions de clients. DHL, UPS, Amazon, pareil, tout ce qui est livraison, etc. C'est pour un petit clin d'œil, pour rigoler, mais d'accord. Il faut essayer d'observer ce qui se passe. On est sur un problème de santé et en fait, finalement, on n'a pas de vision réelle. Mais ne paniquez pas. Léonidas, par rapport à ce qu'on vit, alors choc d'offres, choc de demande, Bruno Le Maire assez pessimiste sur la croissance 2020, considérant que l'impact sera beaucoup plus important, dit-il, que ce qui était anticipé jusque-là. Je suis très optimiste de nature et je suis toujours heureux de pouvoir donner des nouvelles. Vendredi, c'était le contraire. J'avais des invités, c'était Jacques Delplas, c'était on va tous mourir. Donc. Non, mais j'essaie de garder cet optimisme chevillé au corps. J'avoue que c'est quand même un peu difficile de garder cette posture-là. Principalement d'ailleurs parce que les réactions un peu naturelles que l'on peut avoir dans nos entreprises, qui consistent à demander à des collaborateurs de ne pas venir quand ils reviennent de l'étranger, ou quelqu'un est enrhumé, de rester chez lui pendant 15 jours. Enfin, tout ça, mis bout à bout et à l'échelle d'une économie d'un pays ou d'un continent, ça finit forcément par avoir un impact. Alors on n'a pas dans l'économie la maîtrise de ce que l'on va trouver dans le domaine de la médecine, mais oui, ça va avoir un impact. On peut pas un impact qui va être important de surcroît, et c'est normal. Vos antennes, toutes les antennes médias en parlent à longueur de journée, donc cette inquiétude finit par avoir un effet. Et l'effet loupe, ça jamais. L'effet loupe. Donc je crains malheureusement que l'on soit parti pour pas mal de temps dans une spirale vraiment négative. Alors l'impact et l'ampleur de l'impact, ça va être compliqué. Cela dit, je constate qu'on a réussi à vivre plutôt bien avec un pays bloqué par les grèves et par les manifestations. Après tout, peut-être qu'on va être capable de constater qu'on est capable de s'adapter à un travail en visioconférence à très grande échelle et arriver à passer à travers les gouttes. Mais à l'échelle mondiale... mais on vit très bien avec le frein à main, nous, les Français, on arrive très bien à s'adapter de temps en temps. Non, ce qui m'inquiète par ailleurs, c'est que il y a d'autres pays qui ont des réserves. Nous, on est... en termes budgétaires, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas. La Cour des comptes a bien mis l'accent sur le fait qu'on avait définitivement, à l'évidence, abandonné le sujet de la réduction de nos déficits. Il y a quand même un moment donné, lorsqu'on est devant une crise, où on comprend à quoi servent les réserves de précaution. Bon, nous, nos réserves, on les a prises et siphonnées pour autre chose que la précaution. On va compter sur d'autres que nous. Xavier Tabot, en termes de croissance à l'OFCE, vous avez passé la semaine comment? On commence à parler de signes noirs. On se dit que... si on a vécu le SRAS et qu'on s'en sortira, comment on s'en est sorti avec le SRAS? Comment vous regardez l'histoire? On s'en sortira au bout du compte. Oui, d'accord. Mais là, je pense qu'on est quand même face à un scénario qui, potentiellement, il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de santé, au sens où on peut l'entendre. Je pense que c'est avant tout un problème épidémiologique. On est face à une épidémie, une pandémie. Alors, elle n'est pas encore qualifiée comme ça officiellement. Oui, elle n'est pas qualifiée de pandémie. Il y a un problème de définition, etc. Mais on est face à des scénarios de pandémie, dont certains sont des scénarios qui sont des scénarios maximales, c'est-à-dire le coronavirus est un virus qui n'a pas circulé, donc les systèmes immunitaires ne l'ont pas vu, ce qui fait qu'on peut avoir un taux de contagion. C'est des épidémiologues qui pointent ce scénario-là, qui peuvent aller jusqu'à 50% de la population mondiale, avec une létalité qui est relativement élevée, elle est plus élevée que celle de la grippe. On est dans un schéma où ça va avoir un impact majeur sur le fonctionnement des économies et des sociétés. Pourquoi? Parce que en fait, si on est dans le scénario de pandémie,
à 50% de la population, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des mesures de restriction spontanées ou délibérées. On va tester la décroissance Des interactions sociales, donc cette phrase-là est une phrase importante, parce que les interactions sociales, elles sont au cœur de l'économie. Donc il y a la question de la production, c'est le fameux choc d'offres que vous évoquez, mais il y a aussi toute une partie de la consommation qui est liée à des interactions sociales, le tourisme, les restaurants, les spectacles, l'activité d'éducation, les transports. Ouais, mais... Donc, et ce scénario-là, il peut se dérouler tout au long de l'année 2020. Alors, voilà, après... Ou pas, parce que effectivement, si on regarde... Non, mais c'est important, parce qu'on est face à des incertitudes. Ah ouais. Mais quand on regarde effectivement le SRAS, on était sur ce genre de paramètres, avec ce genre de scénario possible. Bon, il se trouve qu'avec l'arrivée du printemps et de l'été, l'épidémie c'est la chance qu'on a, c'est que ce ne soit pas au mois d'octobre que ça intervienne, mais plutôt au mois de février-mars. Elle s'est réduite, oui, mais bon, rien ne nous dit que l'histoire va se répéter. Et pour le moment, il n'y a aucune indication que le virus, le coronavirus, le Covid-19, aurait cette même caractéristique. Donc on est face... Alors, si on est dans un scénario de pandémie généralisée, avec réduction forte des interactions sociales, le scénario économique qui est derrière, c'est des réductions de PIB qui se comptent en points de PIB, en plusieurs points de PIB. On peut aller jusqu'à 5 points de PIB de récession mondiale, voire plus. Ça, c'est un choc extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Alors, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire, il y a un certain nombre... Alors, ça ne va pas être vrai dans tous les secteurs. La visioconférence va bien fonctionner. Le secteur de la santé va boomer. Biotech qui provoque, qui propose des solutions. Les gens vont continuer à quand même se nourrir, ils vont continuer. BFM va avoir une part de marché d'audience et des audiences qui vont être records. Bon, ok. Donc il y a des secteurs qui vont en bénéficier, mais il y a des secteurs qui vont vraiment plonger. Le tourisme, le transport. Donc, le risque de récession, il existe. Le risque de récession, il existe, et concentré sur quelques secteurs, avec un impact qui sera que... Vous voyez, le problème de ces secteurs-là, c'est que, ok, ils n'ont plus de clients, ils n'ont plus d'activité, mais ils ont quand même des salaires à verser. Et donc, ce que ça fait derrière, c'est que ça fait des entreprises qui se retrouvent à la rupture, parce que personne ne peut encaisser zéro d'activité pendant 3 mois. C'est ce que redoutent d'ailleurs les scénarios pessimistes, redoutent ça notamment, et l'impact sur les banques avec le risque de faillite d'un pays. Des compagnies aériennes, ça veut dire des restaurants, ça veut dire des tours opérateurs, ça veut dire des hôtels, ça veut dire... Enfin, vous voyez, c'est une longue liste quand même. Et ça, c'est un secteur de l'économie qui n'est pas négligeable. Alors, Léonidas Kalogeropoulos, après je vous demanderai quand même si vous pensez que les banquiers centraux ont ou pas des outils disponibles. Et puis on passera, parce que de toute façon on ne va pas faire l'histoire alors qu'elle n'est pas terminée. Non mais je pense que ce que vous décrivez est tout à fait exact. Et par rapport aux outils dont nous disposons, il y a effectivement les banquiers centraux, il y a les réserves éventuellement... les banquiers centraux peuvent non, faire... mais en revanche je voulais insister sur un point, parce que il y a quelqu'un dont le rôle est assez intéressant dans le système institutionnel, c'est Pierre Pellouzet, le médiateur interentreprise, qui a dit, sur vos entêtes d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, que c'est vraiment le moment où le tissu économique doit pouvoir jouer un rôle stabilisateur, en faisant très attention aux délais de paiement. Le cas échéant d'ailleurs, en soutenant la sous-traitance avec même quelques mois d'avance ou quelques factures en avance, mais la solidarité entre les chaînes de donneurs d'ordre et de sous-traitants, dans ce moment où effectivement on peut passer quelques semaines ou quelques mois extrêmement compliqués, c'est aussi un outil. Et j'aime beaucoup lorsque l'on est soi-même... À mon avis, c'est très facile à déclarer devant un micro, à mettre en place de manière opérationnelle. Oui, et donc nous avons un peu une réflexion avec Pierre Pellouzet, qui est toujours très attentif effectivement à faire travailler les gens ensemble, à ce que nous ne soyons pas uniquement en train d'attendre quelque chose de l'Allemagne, des banquiers centraux ou de l'État, mais qu'on fasse déjà nous-mêmes le maximum de ce que l'on peut faire. Allez-y, juste pour finir, Stéphane Van Nuffel et puis Xavier Tarbot, donc sur les outils dont on disposerait, qu'ils soient budgétaires ou qu'ils soient du côté des banques centrales. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure tous, et on est tous d'accord avec tel ou tel scénario, je veux dire, il y a les optimistes, les moins optimistes, mais peu importe, on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait que c'est un choc d'offres et un choc de demande potentiellement important. Voilà. Si vous voulez. Mais beaucoup plus qu'une crise de liquidité ou qu'un crédit de crunch. Sauf si dans 2 jours, on nous annonce que ça y est, il y a une chute complète du côté contagion, etc. etc. Enfin, alors bien sûr, on vous donne un exemple que la plus grosse usine de Wuhan n'a pas encore ouverte, mais il y en a 9 autres qui ont ouvert déjà. Donc en fait, c'est une question de gestion. Donc comment on va gérer ça? Est-ce que ça va être de la solidarité? Est-ce que ça va être purement budgétaire? C'est-à-dire, est-ce que les États ou l'Europe, ou même aux États-Unis, etc., est-ce que
les grands mécanismes qui ont déjà pas mal mis d'argent sur la table sur les 10 dernières années. Est-ce que ça va avoir un impact? J'en sais rien. Peut-être que pour les trésoreries d'entreprise, ce sera peut-être toujours bien s'il y a quelqu'un, que ce soit de la solidarité ou que ce soit budgétaire, qui leur permet à un moment donné d'absorber, comme le disait Xavier, une très forte chute d'activité, voire une chute nulle. Maintenant, c'est la gestion qui est importante à observer. Qu'elle soit médicale, qu'elle soit financière, budgétaire ou humaine, entre guillemets, c'est la solidarité entre entreprises, fournisseurs, clients. C'est la façon dont on va gérer et organiser cette gestion. La chance qu'on peut avoir, en tout cas moi j'ai une grande conviction dans mon pays, dans le continent sur lequel je vis, c'est qu'on a quelques armes quand même que d'autres n'ont pas forcément. On a un système de santé efficace, on a des moyens financiers qui nous permettent de commander du jour au lendemain tout un tas de masques et de choses comme ça que plein d'autres pays n'ont pas. Donc quelque part ça va être la façon dont on va organiser finalement ces cases. Maintenant, est-ce que c'est à l'Europe et est-ce que c'est à Madame Lagarde d'appuyer sur un bouton et de dire ah bah à partir de là vous pouvez être tous malades, c'est pas grave, restez chez vous, l'Europe est là. C'est impossible d'avoir cette conviction-là. Et que les taux aient été plus hauts, qu'on les ait remontés avant, qu'on n'ait pas déjà utilisé les 3/4 de nos réserves, n'aurait rien changé. C'est pas un bouton bancaire qui va régler un problème de santé et d'organisation et de gestion. Certains disent que ce ne sera pas un bouton bancaire, mais que ça pourrait être l'occasion de faire plus de fédéralisme en Europe et d'avancer sur le budget européen en osant. Je pense qu'on va revoir notre modèle. Les obligations européennes. Ouais. Les banques centrales, Xavier Timbaud, vous pensez qu'elles ont une solution à part les mots, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, on pense que la Fed, le 18 mars, va probablement annoncer une baisse de taux, mais qui était anticipée. Là, ça devient compliqué. Les banques centrales, elles ont un rôle. Elles n'ont pas une solution, elles ont un rôle. On est dans une crise. On ne peut pas faire disparaître cette crise par un instrument, quel qu'il soit. D'accord ? On est d'accord. Et le problème de la pandémie, c'est précisément ça. On n'a pas le remède. Parce que si on avait le remède, c'est pas difficile. On applique le remède, il n'y a plus de problème et on passe à autre chose. Là, on est dans une crise. Et donc, la question, c'est de savoir quel est le rôle de chacun dans cette crise. Alors, les banques centrales, elles ont un rôle qui est essentiel. C'est, assurer que le système financier, bancaire, tienne le choc. C'est leur mission. Pourquoi ? Parce que si jamais il s'effondre, là, on ajoute à la catastrophe une autre catastrophe. Et donc, ok. Donc, ils sont là pour ça. Ils sont là pour essayer de piloter la panique. Parce que, on peut faire tous les appels à la raison qu'on veut. Les marchés financiers, c'est une machine à paniquer. Et les banques centrales, c'est une espèce de rempart. C'est l'antidépresseur. C'est l'antidépresseur. Bon, ok. Dieu sait s'il joue ce rôle depuis longtemps déjà. Donc. Oui, on est dans un jeu qui est... Même quand tout va bien. Oui. Non, mais on est dans un jeu qui est très très pervers. Et qui est un peu absurde au bout d'un moment. Parce que, oui, on a d'un côté des gens dont c'est le métier de paniquer, et de l'autre côté des gens dont c'est le métier de faire en sorte qu'ils paniquent, mais pas trop. Bon. Et quand on est face à des crises... Non, mais c'est très très bien. C'est bonne description. Quand on est face à des crises, on se rend compte de l'absurdité des choses. Parce que, voilà, je veux dire, pourquoi on panique ? Pour essayer de trouver la bonne valeur aux choses. Et quand on est dans une crise, il n'y a pas de bonne valeur aux choses. Et donc, tout ça ne peut pas fonctionner. Bon, mais ça, c'est le rôle des banques centrales. Alors, après, fondamentalement, ce problème-là va être un problème de bilan. Des entreprises, des producteurs vont se retrouver à devoir continuer à payer leurs fournisseurs, leurs stocks, leurs crédits, leurs salariés, leur mobilisation, leurs salariés. Et puis de l'autre côté, ils vont avoir des ventes qui vont s'effondrer parce qu'ils ne peuvent pas produire, parce que je ne sais quoi, parce qu'ils n'ont plus de demande, parce que les gens ne vont plus. Bon, donc ça va faire des dettes qui s'accumulent. Alors, comment on fait face à ces dettes-là ? De l'autre côté de ces dettes, si vous voulez, il y a des gens, par exemple, des ménages qui vont épargner, donc ils vont se retrouver avec... Alors, idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre l'épargne des gens et puis la donner aux entreprises. Mais on ne peut pas faire ça, parce que personne ne va accepter ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, la seule intermédiation possible, c'est la dette publique. Donc, la dette publique, c'est de dire, je vais... Y compris au niveau européen, vous croyez ? Alors, c'est là tout le problème. Mais là, je pense qu'il ne faut pas non plus rajouter trop de charges dans tout ça. Je veux dire, la dette publique, c'est une affaire nationale. D'accord. Oui, mais pourquoi c'est une affaire nationale ? Parce que, je veux dire, aujourd'hui, vous faites de la dette publique parce qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, que vous absorbez leur dette. Demain, vous allez compenser cette dette publique par une imposition qui va s'étaler sur plusieurs années. Oui, et vous allez faire payer lentement. On est bien d'accord qu'on est quand même allé au bout. Mais non, on n'est pas allé au bout de notre... Et comme on est dans une crise... Léonid, vous dites ça parce qu'on a touché les 100% de dette par rapport au PIB et qu'aujourd'hui, on a un niveau de prélèvement obligatoire qui reste encore, malgré les baisses, le plus important du monde. Quand vous êtes sur le Titanic qui est en train de couler, vous pouvez dire aux gens, je suis désolé, il n'y a plus de canot de sauvetage, il n'y a plus de gilet de sauvetage, donc on ne peut rien faire pour vous. Mais vous ne pouvez pas leur dire, je suis désolé, ma dette publique, elle est à
100%, et donc les gilets de sauvetage, je vais les vendre en fait, et pas vous les donner. Vous voyez, c'est absurde. Bah oui, vous allez avoir une dette publique qui est aujourd'hui à 100% en France, et avec le coronavirus, si c'est 5 points de PIB qu'on perd dans l'histoire, vous allez avoir une dette publique qui va augmenter d'à peu près 5 points de PIB. Oui, ce qui nous rappelle tous les jours que c'est un outil qui est là pour les situations exceptionnelles et pas pour continuer à faire vivre la machine. La Cour des comptes nous a dit qu'on n'avait pas réparé le toit quand il faisait beau 2017. Exactement. Voilà. L'alternative qu'on a, c'est de dire on fait rien. Et on a une faillite en série sur les compagnies aériennes, les restaurants, les commerces. En fonction de la gravité de ce qu'on vivra, de toute façon. Les hôtels. Et donc on a des millions de gens qui se retrouvent au chômage. Non, mais on l'a fait en 2008. Vous avez le choix entre quelques points de dette publique et des millions de gens au chômage. Vous choisissez quoi? La différence, c'est que 2008, il y avait quand même plein de pays qui n'étaient pas à ces niveaux d'endettement. Les taux des banquiers centraux étaient tous en positif. Il y avait quand même une espèce de marge de manœuvre qui était disponible. Oui. Enfin, l'impact était quand même un petit peu plus sérieux. Ça, quand même, mais oui, non, mais enfin, ça au départ. Ça a quand même rien à voir. On était sur. On est passé à 2 doigts de l'écroulement du système. On est passé à 2 doigts de l'écroulement du système bancaire. Ça a duré 10 ans. Là, le scénario de pandémie, c'est un scénario qui s'étale sur une année. Réagir. Peut-être un tout petit peu plus, il faut du temps pour un vaccin, mais c'est un scénario qui est relativement court. Un dernier mot, on marque une pause. Un dernier mot. Dans ce jeu-là, les banques centrales ont quand même un rôle à jouer, encore une fois. Parce que s'il y a de la dette publique, il faut empêcher qu'il y ait une panique, c'est-à-dire des gens qui disent là, elles seront on arrête, et là les banques centrales vont avoir un rôle essentiel pour empêcher, encore une fois, l'absurdité de la panique de ces gens qui sont payés à paniquer, les marchés financiers. Donc là, on retrouve le rôle des banques centrales. J'aurais une dernière question à vous poser. Bon, on va pas faire la deuxième demi-heure sur le sujet, mais il y en a beaucoup qui se disent, tiens, là, on va être un peu moins sino-dépendant à l'issue de ce qu'on vit là, parce qu'on réalise qu'on est très dépendant de la Chine. Il va y avoir des phénomènes de relocalisation d'activités, qui sont d'ailleurs déjà un peu à la manœuvre, mais qui vont s'accélérer. Bon, est-ce que vous croyez à cette mini-démondialisation qui serait un petit peu accélérée par ce phénomène? Et puis je vous ferai réagir, Xavier Timbaud, aux différentes réactions après les quelques études qui ont été publiées sur les impacts fiscaux des mesures du gouvernement, et notamment la dernière signée Philippe Aguillon, Gilles Berset et Elie Cohen, qui ont considéré que les photographies gagnant-perdant des mesures purement fiscales étaient trop statiques, trop partielles, qu'elles ignoraient les effets de long et moyen terme que les changements fiscaux peuvent provoquer sur le comportement des agents économiques qui sont les ménages et les entreprises. Et donc, il parlait d'analyse fiscale simpliste. C'était dans les Échos de vendredi. On se retrouve dans un instant.